Un des préjugés qui circulent parfois, c'est « je ne peux pas divorcer parce que mon mari ou mon épouse ne veut pas ». Et pourtant, c'est faux, parce que lorsqu'un couple n'est pas d'accord pour divorcer, il est possible de recourir à la procédure de divorce pour des unions irrémédiables. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Alors à mes côtés aujourd'hui pour en parler, on retrouve le notaire Jérôme Hoth, porte-parole de notaire.be, et Émilie Capon, juge au tribunal de la famille à Bruxelles. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci. Bonjour Viviane. On sait qu'il existe le divorce par consentement mutuel quand on s'entend bien. Et donc ça, évidemment, c'est la solution la plus facile. Mais quand on ne s'entend pas, comment est-ce qu'on peut divorcer ? Alors, celui qui veut divorcer peut déposer une demande au tribunal. Alors, c'est effectivement un divorce pour des unions irrémédiables. Et alors, voilà, que l'autre veuille ou ne veuille pas divorcer, à un moment donné, le divorce va être prononcé, avec ou sans lui. C'est quoi, finalement, un divorce par des unions irrémédiables ? Alors, c'est un divorce que le juge va constater pour des unions irrémédiables des époux. Ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils ne vont plus se remettre ensemble. Et comment est-ce qu'on vérifie ça ? En fait, il y a 3 critères. Soit les 2 époux veulent divorcer et à ce moment-là, je dois vérifier qu'il y a 6 mois de séparation. En gros, c'est ce critère-là. Ou bien laisser passer 3 mois entre 2 audiences. S'il n'y en a qu'un des 2 qui veut divorcer, alors je peux vérifier qu'il y a un délai d'1 an de séparation. Donc, c'est-à-dire que même madame veut divorcer, monsieur ne veut pas, mais ils sont séparés depuis plus d'1 an avec des domiciles différents ou un contrat de bail qui a été pris, etc. On me prouve qu'ils sont séparés depuis plus d'1 an. Mais même si monsieur ne veut pas divorcer, je vais prononcer le divorce en constatant simplement l'écoulement de ce délai. L'autre option, c'est si on n'a pas de délai de séparation de 6 mois ou d'1 an, soit je reporte alors le traitement de la demande en divorce, soit on m'apporte la preuve directement que c'est pas possible avec ce qui s'est passé ou avec la manière dont les choses se passent, qu'il y a encore un espoir de réconciliation. Et donc, je pense notamment au dossier de violence conjugale. Madame m'apporte la preuve que monsieur a été condamné pour des violences à son égard. Je ne vais pas laisser le divorce attendre encore 1 an si monsieur n'est pas d'accord de divorcer. Là, je peux prononcer le divorce si je constate la désunion irrémédiable. Il n'y a pas de retour en arrière. Est-ce que de prime abord, on essaie toujours d'avoir un divorce par consentement mutuel ou il y a des cas dans lesquels non, on arrive directement à la désunion irrémédiable ? Pas nécessairement. C'est vraiment le choix des parties de soit de s'orienter vers un divorce par consentement mutuel, soit alors de dire moi, à un moment donné, je décide de lancer la procédure et ça peut se faire de plusieurs manières. Comment est-ce qu'on initie la procédure quand on ne s'entend pas et qu'on veut divorcer ? Alors, on peut déposer une requête au tribunal de la famille ou alors lancer une citation par huissier aussi pour avoir une audience. Donc, en fait, la différence entre les 2 procédures, c'est qu'une requête va être déposée au greffe et dans 15 jours, 1 mois après le dépôt de la requête, il y aura la première audience devant le juge. Et la citation d'huissier, c'est plus rapide. Il faut compter 8 jours entre le moment où l'huissier va aller déposer la citation chez la personne qui est convoquée et la première audience. Mais il faut compter aussi entre 400 et 500 euros de frais de citation chez l'huissier. Et quel est l'intérêt de faire appel au huissier ? Ça va plus vite pour obtenir une audience plus rapidement. Dans des situations d'urgence aussi, ça peut être sous la forme du référé familial, donc d'aller encore plus vite. Vraiment 2 jours après la citation, on peut avoir une audience. Donc ça dépend de l'urgence, ça dépend des moyens financiers aussi de la partie qui souhaite divorcer. Et alors on sait que maintenant le divorce pour faute n'existe plus, mais quand l'entente est vraiment sérieusement perturbée, est-ce qu'il est possible de prendre certaines mesures urgentes ? On parlait du huissier, est-ce qu'il s'agit de ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place ? Et par exemple, est-ce qu'il peut y avoir une décision de séparer les époux Alors, tout est fonction de ce qu'on me demande. Donc, en fait, un tribunal fonctionne à la demande. Donc, si on me demande uniquement le divorce, je vais me pencher uniquement sur la demande en divorce. Souvent, on me demande en même temps, dans la même requête ou dans la même citation, de régler aussi tout ce qu'on appelle les mesures réputées urgentes. Donc, c'est-à-dire l'organisation des résidences séparées entre les époux, donc qui va rester dans le logement familial, avec une urgence ou pas d'urgence en fonction de situations difficiles ou pas difficiles. Qui aura la garde des enfants? Comment est-ce qu'on va exercer l'autorité parentale sur les enfants? Est-ce qu'il y aura une contribution alimentaire à payer ou pas? Qui va avoir les allocations familiales, etc. Donc ça, sont toutes des mesures qu'on va me demander de régler également. Et quand on parle de mesures prises en urgence, on parle de quel délai ? Alors, il y a urgence et urgence. Donc, tout ce qui concerne la famille est réputé urgent par la loi. Donc, on est censé aller vite, mais avec le respect d'une procédure qui permet à chacun d'échanger son point de vue. Donc, si un dossier est introduit par requête, que 3 semaines après le dépôt de la requête, il y a la première audience, à la première audience, on va faire un petit peu le tri
de ce qui est urgentissime, ce qui est un peu moins urgent. Les gens arrivent parfois avec des points d'accord en disant on est d'accord de s'organiser sur la résidence séparée, madame va pouvoir rester, mais monsieur a besoin d'un délai pour partir, etc. On va voir un petit peu, on va prendre la température à la première audience pour voir ce qu'il y a lieu de faire directement ou pas. Mais la plupart du temps, on va fonctionner avec un échange où si madame a introduit la procédure, monsieur va pouvoir répondre, madame pourra aussi répondre aux arguments, et on va fixer calmement une audience de plaidoirie 3 mois plus ou moins après, et rendre un jugement dans la foulée de l'audience de plaidoirie. On peut aussi saisir le tribunal en urgence invoquée, donc c'est vraiment l'urgence urgentissime, c'est le référé familial. Et là, c'est par citation d'huissier. On peut avoir une audience 2 jours après la citation. Donc, il faut laisser 2 jours francs entre le jour de la citation et le jour de l'audience, donc 2 jours complets. Et à cette audience-là, si on nous démontre qu'il y a une réelle urgence, on peut prendre une décision parfois le jour même. Donc, ça peut être pour les résidences séparées, ça peut être pour les enfants, ça peut être... Mais il faut nous démontrer une urgence criante. Et est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on peut prendre des mesures urgentes et provisoire? Est-ce que l'idée de provisoire est d'office liée à la situation d'urgence? Pas nécessairement. On peut prendre plusieurs types de mesures et on peut aussi prendre des décisions définitives. Alors, il y a des situations... Les séparations, c'est très évolutif. Donc, il arrive qu'au début de la séparation, ils vivent encore ensemble. On ne sait pas très bien qui va pouvoir rester. Celui contre qui, entre guillemets, on lance la procédure, il s'y attendait peut-être pas nécessairement. Donc, c'est vraiment ça. On va prendre la température, voir ce qui se passe et on peut mettre en place un cadre provisoire le temps que, si on dit à madame qu'elle peut rester dans la maison, laisser un délai à monsieur pour partir, se revoir une fois que monsieur aura retrouvé un nouveau logement. Dans l'intervalle, on va prévoir quelque chose pour les enfants, soit parce qu'ils sont d'accord, soit nous, on va aménager quelque chose pour les enfants. Et puis, si monsieur trouve un logement, on va partir vers autre chose. Donc, il y a quelque chose de très évolutif et on pourra fonctionner au provisoire et à un moment donné, on rend une décision définitive. Alors, c'est définitif et pas définitif en même temps parce qu'on reste saisi au tribunal de la famille vraiment jusqu'aux 18 ans des enfants et au-delà pour tout ce qui concerne le financier, la prise en charge des études et des frais, etc., des enfants. Et les parties peuvent revenir au tribunal pour faire modifier un jugement, ce qui est très particulier. Normalement, on ne va pas modifier un jugement définitif dans une procédure, mais au tribunal, on a cette saisine permanente où les gens peuvent revenir en nous indiquant qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a un élément nouveau par rapport au moment où on a pris une décision définitive. Et s'il nous apporte la preuve de cet élément nouveau, on va pouvoir, par exemple, changer l'hébergement, changer la contribution alimentaire. Et ça, c'est très propre à la désunion irrémédiable. Il n'y a pas un moment où le notaire peut prendre le relais, justement, s'il y a des modifications par la suite dans ce qui a été décidé? Oui et non, on parle peu du notaire dans tout ce qui est règlement des mesures relatives aux enfants, à l'occupation du logement familial, etc., dans le cadre du divorce pour des unions irrémédiables et du règlement des mesures urgentes. Mais par contre, là où on va parler du notaire, c'est quand il nous demande d'ordonner la liquidation de leur régime matrimonial. Donc quand les époux ont un patrimoine, qui veulent partager ce patrimoine et qui ne sont pas d'accord, à ce moment-là, moi je vais désigner un notaire si on me le demande toujours. Je ne vais pas le faire d'office. Si on me demande, eh bien à ce moment-là, je vais désigner un notaire et effectivement, tout ce volet patrimonial va partir chez le notaire. Mais de manière générale, tout ce qui concerne les enfants, la contribution alimentaire, si on n'est pas dans le cadre d'un consentement mutuel, ce n'est pas le notaire qui va s'en occuper. Alors, puisqu'on parle du notaire, je me tourne vers toi. Je confirme. Donc, quand est-ce qu'on apparaît dans ton bureau dans le cadre d'une désunion irrémédiable et qu'est-ce que tu mets en place? Quand Émilie m'aura désigné dans son jugement, donc je dois attendre en fait qu'on me dise, tiens voilà, vous avez été désigné. Donc c'est en général la partie la plus diligente qui, donc un des 2 avocats, donc souvent la partie demanderesse de divorcer, qui va envoyer la demande de faire une première réunion. Alors il y a une procédure bien particulière qui est prévue dans le code, qui permet d'avoir des délais et de fixer des délais pour éviter qu'une partie qui finalement ne voulait pas divorcer l'autre partie a eu son divorce pour des unions irrémédiables, puis on revient devant le notaire, et c'est ce qui se passait avant, et puis ça continuait à traîner parce qu'une des parties freinait des cas de fer. L'avantage, c'est que maintenant il y a une procédure qui est prévue, et le notaire ici a vraiment un rôle actif de pouvoir déterminer des délais et de fixer les différents délais pour que chacune des parties puisse s'exprimer comme si elle était devant le juge, et si on n'arrive pas à avoir un accord, trancher lui-même et puis resoumettre le dossier au juge. Donc ça, c'est vraiment la procédure,
on va dire, qui n'est pas la procédure classique, je vais dire, qui est la procédure qui est prévue par le code. Il faut savoir que dans l'absolu, je pense qu'en 20 ans, si j'ai fait 2 procédures qui allaient jusqu'au bout, c'est beaucoup. La plupart du temps, on arrive à trouver des accords et donc trouver une transaction au niveau patrimonial, puisque tout le volet, comme disait Émilie, a été géré pour les enfants. On s'occupe vraiment que du patrimonial. La première réunion est souvent pour déjà faire un peu dépatouiller comme devant le tribunal. On va dépatouiller où il y a déjà des accords, on va les acter, comme ça c'est bon. Et on reste toujours dans de l'informel au début. Donc on n'a pas mis le timing, l'horloge n'est pas commencée. Le métronome ne commence pas à faire tic, tic, tic et obliger les parties à répondre. On va essayer de dégager les accords et voir sur les points de désaccord. Une fois qu'on a ces points de désaccord, donc qui sont sur l'immobilier principalement, ou même d'autres mobiliers, mais qui sont sur lesquels il n'y a pas d'accord, pour liquider le régime matrimonial, on va à ce moment-là chiffrer, parce que je pense que la base, puisqu'on n'est plus dans de l'émotionnel, il y a encore de l'émotionnel, il est là, il faut être attentif. Mais ici, pour discuter, pour faire une transaction, il faut discuter chiffres. Et donc le premier rôle du notaire, ça va être de chiffrer le désaccord. Sur quoi ça porte? Parce que parfois, les parties arrivent avec des désaccords, et je ne suis pas d'accord, et c'est une question de principe, etc. Puis quand on met sur papier, on a des avoirs pour 300 000 €. Et en fait, le désaccord porte sur 1 500 €. Là, on regarde les parties. Est-ce que vous aviez conscience que ça m'est déjà arrivé en disant « Ah bon, ce n'est que ça, bon, on va signer. » Et voilà, ça peut aller très vite. Je pense que le divorce, après avoir été désigné, qui était le plus rapide, c'est le divorce où en fait, il y en a un qui ne voulait pas divorcer. Et quand je suis arrivé chez moi, en 10 minutes de temps, j'avais un accord et on a signé. Voilà, donc ça c'est le plus rapide. Je n'avais jamais fait ça aussi vite. Mais donc voilà. Mais sinon, souvent, il y a des discussions qui se font. On fait 1, 2, 3 réunions informelles. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, moi en tout cas, personnellement, je mets la procédure en route avec le timing qui permet d'avancer et ce qui permet toujours aux parties de continuer à négocier et trouver une transaction. Mais sinon, la partie, c'est un peu comme devant le tribunal. La première partie va dire « voilà ce que je veux » et voilà les arguments que j'ai pour asseoir mes prétentions. L'autre va pouvoir répondre. On se met d'accord sur un calendrier avec les avocats. Soit ils répondent tous les deux en même temps, ce qui est un peu plus la pratique aujourd'hui. Et comme je disais en tout début, à ce moment-là, j'ai les arguments des uns et des autres. Et le rôle du notaire ici, c'est le premier juge. Il va dire, selon moi, voilà comment je vais, pas transiger, mais je dirais, donner la solution qui est la solution du problème. Soit les parties disent, OK, le notaire, en ayant pris compte des points des uns et des autres et des preuves, parce que tout est une question de preuve ici, je suis d'accord avec sa décision et je ne m'y oppose pas. Soit ils s'y opposent, et alors on parle de contredit. Ils vont dire, je ne suis pas d'accord par la décision qu'a prise le notaire pour telle et telle raison. À ce moment-là, j'ai moi encore la possibilité de dire OK, j'attends les arguments et éventuellement modifier ma décision. Mais si je maintiens la décision, je dois en fait à ce moment-là renvoyer Émilie le dossier, puisque ce n'est pas moi qui vais trancher, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et je vais envoyer le dossier à Émilie avec ma décision, les contredits et mon avis sur les contredits. Et après, je refile le bébé à Émilie et je vais laisser Émilie continuer pour voir qu'est-ce qui se passe de nouveau au tribunal. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu une délégation du rôle de faire les comptes et les décomptes entre les ex-partenaires qu'on renvoie au notaire, parce que le tribunal ne va pas faire ses décomptes. Et une fois que le notaire a dégrossi le travail et, comme Jérôme l'a dit, n'a pas réussi à dégager un accord malgré le travail et les décomptes, je reprends le dossier et à ce moment-là, c'est reparti pour un tour devant le tribunal. On va éventuellement encore échanger des conclusions avec ou sans avocat, mais les arguments de chacun. On va fixer une audience pour plaider et moi, je vais dire, voilà, sur le point A, madame demande ça, monsieur demande ça. Le notaire a donné telle décision. La décision que le notaire a donnée est correcte, je valide et puis voilà. Alors, il peut arriver que certains points soient validés, d'autres pas validés. Ça peut être lié à des pièces, des documents, des preuves qui sont apportées encore en cours de route par les parties devant le tribunal. Et à ce moment-là, moi, je rends un jugement dans lequel je dis, voilà, monsieur le notaire, j'ai bien reçu tous vos documents.
Soit je valide intégralement ce que le notaire a fait et je renvoie le dossier chez le notaire. C'est un jugement d'homologation. Soit alors je corrige, entre guillemets, la manière dont les comptes ont été faits et je dis au notaire, voilà comment vous allez devoir faire pour la suite. Et normalement, ce jeu de ping-pong arrive 1 ou 2 fois en cours de procédure et à un moment donné, c'est clôturé, soit parce que les parties sont finalement tout à fait d'accord avec ce qui a été fait par le notaire, avec ou sans correction du jugement, soit parce qu'à un moment donné, la procédure s'est terminée et ça a été homologué et on n'en parle plus. Donc cette procédure a l'air de prendre quand même un certain temps. On peut parler de quel timing ? Alors quand on est vraiment dans une procédure contentieuse, où ils ne s'entendent pas du tout, où le travail du notaire est contesté, où moi je dois rendre un jugement, il faut compter que quand le dossier revient chez moi, il aura déjà passé quelques mois chez le notaire s'il y a eu des tentatives de conciliation. Je dirais entre 6 et 9 mois, Jérôme, chez vous, au minimum. Ça va dépendre s'il y a des inventaires, s'il y a beaucoup de biens. Donc en fait, ça peut durer très longtemps. Mais disons qu'effectivement, classiquement, 6 à 9 mois. Puis ça arrive chez moi. Et alors, en fonction des disponibilités du tribunal, on est entre 9 mois et 2 ans pour avoir une audience de plaidoirie au tribunal de première instance à Bruxelles. Ailleurs, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça va parfois un peu plus vite. Et puis, il faut savoir que les gens peuvent aller en appel de mon jugement. Et donc, à ce moment-là, le dossier part à la cour d'appel. Et là, c'est à nouveau parti pour quelques années d'attente avant d'avoir une décision. Donc, les procédures difficiles où les gens ne s'entendent pas du tout sur les comptes à faire pour le patrimoine, liquidation du régime matrimonial, ça peut durer de nombreuses années. Pour la petite anecdote, j'en ai une, ça fait plus de 15 ans, toujours pas fini. Oui, moi, je viens de rendre un jugement dans un dossier où les époux ont divorcé en 1987. Et c'est le 3e aller-retour au tribunal. Donc voilà. Et pas moyen de tenter de les concilier. On sait que le notaire a essayé. Au tribunal, on leur rappelle qu'il y a toujours la possibilité de dégager des accords. Les avocats ont essayé, mais voilà. Et alors, Jérôme, tu mentionnais un petit peu les désaccords immobiliers. Est-ce que toi, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Émilie, c'est quoi les désaccords principaux que tu vois ? Ça concerne l'immobilier, c'est l'argent, c'est les enfants ? C'est quoi, Christiane ? Alors, ça peut être un petit peu de tout. Ce qui est patrimonial, quand il y a des désaccords, moi, je n'y touche pas puisque je me limite à désigner le notaire et à renvoyer la patate chaude chez le notaire qui va dépatouiller. Avec grand plaisir. Voilà, comme Jérôme l'a dit. Alors après, évidemment, les enfants, ça reste un sujet très sensible. L'argent reste un sujet sensible aussi, surtout quand il y a un déséquilibre entre les deux époux avec un des deux qui gagne beaucoup plus que l'autre. Voilà, c'est compliqué. Et donc, on est dans de l'émotionnel très fort quand on est avec les enfants, parce que moi, je dois rentrer vraiment dans la vie des gens, comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs demandes, et je vais prendre des décisions qui vont s'appliquer à leurs enfants à un moment donné parce qu'ils ne s'entendent pas pour prendre la décision, en espérant que je prenne la décision qui soit la meilleure possible pour les enfants, mais voilà, sans savoir. Mais les enfants, c'est quand même un point très important dans les séparations, les divorces. Et j'imagine que dans cette procédure qui peut durer du coup des années, il y a quand même certains accords qui peuvent être pris entre-temps. Par exemple, quand on parle d'enfants, d'hébergement, de pension alimentaire, ce sont des décisions qui sont prises plus rapidement. Sinon, oui. Le jugement de 87... En fait, il y a 2 timings en parallèle. C'est-à-dire que souvent, on va fonctionner avec 2 décisions. Donc, quelqu'un qui va venir me demander un divorce et en même temps me demander de régler tout ce qui concerne les enfants, l'occupation de la maison, etc., tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on va fonctionner en 2 temps. Au niveau du divorce, si les conditions sont réunies, s'ils sont séparés depuis suffisamment longtemps pour que je puisse prononcer le divorce, ça c'est très rapide. Le jugement de divorce est fait et le notaire est désigné. Et ça suit son cours chez le notaire. Et entre guillemets, j'entends plus parler de ce dossier-là si ça se passe bien chez le notaire. Par contre, je conserve... Moi, tout ce qui concerne les enfants, les contributions alimentaires, les pensions alimentaires entre ex-époux, etc. Et ça, on rend une décision. En général, dans les 3 à 6 mois maximum, il y a une décision définitive qui est rendue et on aménage plus vite la situation aussi de manière provisoire. Alors, le dossier peut revenir plus tard, 3, 4, 5 ans après la séparation. Mais en général, on est plutôt dans un délai de 3 à 6 mois pour avoir un cadre complet pour la séparation. Donc ces 2 procédures, est-ce qu'à un moment, elles sont complètement hermétiques, complètement séparées, ou est-ce qu'il y a quand même des liens ? Alors, ce n'est pas 100% hermétique, parce que quand le notaire va devoir faire les comptes pour ce qui concerne l'immeuble, etc., il va devoir aussi faire attention à qui a pu rester dans l'immeuble. Et ça, c'est des décisions que moi, je vais prendre provisoirement. Dans le cadre de la séparation, je vais dire que monsieur peut rester dans l'immeuble qui appartient aux 2, mais ça va avoir un impact après sur ce que Jérôme va devoir faire comme travail dans les décomptes entre les ex-époux. Effectivement, parce que cette occupation a une valeur économique. Souvent, on détermine aussi que l'occupation est faite et en contrepartie, celui qui occupe
rembourse le crédit. Donc c'est très important de savoir, c'est quand le juge prend sa décision, de savoir sur quoi elle porte réellement. Que donc il y a une compensation, que ça par exemple je ne dois pas en tenir compte dans un certain délai dans l'occupation, mais je devrais en tenir compte après dans l'établissement des différentes, de la masse de partage, et de savoir qui doit payer quoi au bout du compte. Si on en revient aux décisions qui sont relatives aux enfants dans le cadre d'une désunion irrémédiable, comment est-ce que les décisions sont prises, comment est-ce qu'elles sont traitées et comment est-ce qu'on minimise l'impact des décisions sur les enfants? Le guideline du juge, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Donc nous, on doit prendre, quand les décisions qui concernent les enfants, on doit avoir toujours en tête l'intérêt de l'enfant. Et cet intérêt, comment on y est attentif? Mais tous les dossiers qui concernent des enfants mineurs, les demandes qui sont déposées par les parents sont soumises au parquet, à nouveau pour avoir un avis. Et le parquet va nous dire, voilà, moi j'ai rien à vous dire dans ce dossier parce que c'est un dossier dans lequel il ne s'est jamais rien passé, il n'y a pas d'intervention de la police, il n'y a pas de violence, etc. Ou alors c'est un dossier dans lequel le parquet va nous dire, attention, j'aimerais bien être présent à l'audience. Donc on a 2 audiences par mois, donc sur 8 audiences, on va dire par mois, on a 2 audiences auxquelles le parquet, le procureur du roi donc est présent et va nous donner des informations. Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées? Est-ce qu'il y a de la violence familiale? Est-ce qu'il y a de la maltraitance? Est-ce qu'il y a un dossier éventuellement qui est ouvert chez le juge de la jeunesse pour des faits à l'égard des enfants ou bien une mauvaise prise en charge des enfants par les parents. Et c'est important qu'on ait cette information parce que spontanément, les gens ne vont pas nécessairement nous la donner. Les avocats ne sont pas nécessairement au courant non plus. Parfois, il y a des plaintes qui ont été déposées, mais il n'y a pas encore eu de condamnation ou bien ce sont des plaintes qui finalement vont être classées sans suite. Mais c'est intéressant d'avoir eu l'information, que ce soit si madame a été arrêtée à plusieurs reprises parce qu'elle avait bu en conduisant ou parce qu'il y a monsieur qui prenait des stupéfiants ou autre. C'est important qu'on puisse le savoir pour décider des modalités d'hébergement de l'enfant. Donc ça, c'est une manière de pouvoir essayer de prendre une décision en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. L'autre manière, c'est en entendant les enfants aussi. Donc, tous les enfants qui ont plus que 12 ans reçoivent d'office, dès qu'un dossier est introduit, un courrier du tribunal où on leur dit, voilà, il y a un dossier qui concerne tes parents, tu es concerné par cette procédure parce qu'il y a des demandes par rapport à ta garde, à ton hébergement. Et donc, tu peux, si tu veux, venir parler au juge. Et donc, ils doivent cocher, je souhaite parler au juge ou je ne souhaite pas parler au juge. Et alors, à ce moment-là, si ils ont émis le souhait de venir me parler, je tiens des auditions d'enfants, en général 1 fois par mois. C'est très, très fréquent. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui répondent maintenant positivement pour être entendus. Je pense que c'est devenu une habitude. Alors, on parle beaucoup des droits des enfants, etc. Ils en parlent à l'école, entre copains. Il y a quand même beaucoup d'enfants séparés. Et donc là, ça me permet aussi de comprendre, tout en disant à l'enfant, c'est pas parce que tu me demandes quelque chose que d'office, je vais aller vers ce que tu me demandes, mais je dois quand même accorder un certain poids en considérant que l'enfant, il sait quand même ce qui ressort de son intérêt et que... Voilà, un enfant qui peut me dire je suis un petit peu moins confortable chez papa ou un petit peu moins confortable chez maman pour telle et telle raison, on peut le comprendre, ou qui me dit j'ai besoin d'un peu plus de temps avant d'aller dormir dans ma nouvelle maison chez maman ou chez papa. Mais on peut en discuter après avec les parents et mettre les choses en place. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 manières de... Après, quand on a des dossiers dans lesquels on n'arrive pas à déterminer l'intérêt de l'enfant, je peux aussi désigner un expert psychologue, mais là on part vraiment dans quelque chose de plus long... Et le psychologue va recevoir les parents, l'enfant, les enfants, etc. Et va me faire un rapport en me disant, voilà, j'ai pu observer comment les parents fonctionnaient, les capacités parentales de chaque parent, la manière dont les enfants réagissaient. Et voilà ce qui me paraît être le mieux comme décision pour leur hébergement. Alors, on a parlé un peu du temps, de la procédure. On voit qu'il y a des intervenants. Ça coûte cher de divorcer. Combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte, ça c'est une question à laquelle je peux difficilement vous répondre. Ça prend du temps. Le coût de la procédure, en soi, la procédure au tribunal, on ne paye pas le tribunal. On va payer un droit de mise au rôle, donc c'est l'inscription du dossier au tribunal. C'est une taxe, en fait, qui est de 165 €. Après, il y a les frais d'huissier, éventuellement, s'il y a une citation d'huissier. Les audiences sont gratuites. On ne paye pas le tribunal... au niveau des audiences. Après, si on prend un avocat, on paye un avocat. Oui, c'est effectivement, s'il y a un avocat qui va intervenir, ça va dépendre des honoraires. Il y a des avocats donnent en fait leurs honoraires aux clients. Donc, si quelqu'un sait supporter des honoraires importants, on pourra peut-être rentrer dans des cabinets d'avocats qui ont vraiment pignon sur rue et dont c'est le métier. Et souvent, on a quand même des honoraires qui peuvent aller facilement, je dirais, vers 170, 180, 200, 250 € de l'heure. Maintenant, il y a des avocats qui sont les plus petits avocats, les avocats généralistes qui vont aussi faire ce genre de travail et qui seront peut-être un peu moins chers.
Maintenant, je pense que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas aussi des possibilités de prodéo ou de... Oui, ou de l'assistance judiciaire ou l'aide juridique. Donc, en fait, les personnes qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus, je pense aux personnes qui sont au CPS, qui ont des revenus de chômage ou de la mutuelle, en général, peuvent faire la demande pour avoir un avocat, donc comme on appelle prodéo, donc c'est l'aide juridique. À ce moment-là, ils ne vont pas payer d'honoraires à leur avocat qui, lui, va se faire rétribuer par le bureau d'aide juridique et par un système qui est mis en place par l'État. Et ils peuvent avoir aussi, à côté de ça, la gratuité de certains frais de procédure, comme la citation d'huissier ou comme après la signification d'un jugement. Donc ça, c'est tout à fait possible. On le voit en fonction de la situation financière des parents. Après, la procédure judiciaire versus un processus de conciliation, ça reste à mon sens plus cher aussi parce que c'est plus aléatoire. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on demande quand on va au tribunal, mais on ne sait pas ce que l'autre en face va vouloir demander. Est-ce que l'autre aura envie de me faire la guerre pendant des lustres en formulant des demandes et des demandes de tous les côtés auxquelles je vais devoir répondre? Ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent s'il y a un avocat qui doit être là. On peut être à des dossiers où il y a plusieurs audiences qui se font. Donc, il y a un aléa autour de la procédure qui fait que c'est difficile de le chiffrer, mais pour avoir les répercussions des justiciables qui viennent à mon audience, beaucoup me disent quand on est en procédure, on doit se priver de vacances, on doit se priver de un certain type de dépenses parce que ça nous coûte quand même de l'argent. Donc, c'est aussi une petite parenthèse à faire par rapport à la conciliation. Donc moi, j'ai aussi l'obligation, à la première audience, de vérifier que les justiciables, les gens qui viennent devant moi, ont déjà essayé quand même de régler un peu amiablement. Alors si ça se présente, si on est dans un cas de violence extrêmement difficile, on ne peut pas imposer la conciliation dans ces cas-là, mais on a des ouvertures pour essayer de dire aux gens, mais est-ce que vous n'iriez pas discuter, que ce soit avec les avocats d'abord ? Est-ce qu'éventuellement, si vous avez un notaire, allez chez le notaire pour essayer de dépatouiller les questions financières qui vous bloquent ? Est-ce que vous voulez aller chez nous, au tribunal de la famille ? On a une chambre spéciale de conciliation, où un juge de la famille qui n'est pas celui qui va prendre la décision s'il n'arrive pas à s'entendre, mais peut les entendre pendant 1 heure ou bien 2 fois 1 heure pour de la conciliation. Ça permet d'avancer. Il y a la médiation aussi. Il y a la médiation, aussi. J'allais rebondir, effectivement. Voilà. Il y a la médiation qui est faite soit par des avocats, soit par des notaires. Et effectivement, ça, c'est aussi un moyen plus démocratique. Et je dirais souvent, on parlait du côté émotionnel souvent, le médiateur a vraiment un rôle non pas de prendre une décision, non pas de faire de la négociation, mais en fait d'amener les parties à prendre une décision ensemble. Et donc, le médiateur, lui, va passer un cadre qui va être placé avec les parties, en accord avec les parties. Et ce qu'on constate, en tout cas, je pense peut-être aussi au niveau des juges, mais je pense au niveau du notariat, je pense dans l'ensemble, dans ce qu'on écoute, à partir du moment où c'est les parties elles-mêmes qui vont amener la décision, qui vont prendre la décision, qui vont elles-mêmes décider ensemble, parce que ça, c'est le rôle du médiateur, c'est cadrer pour que la décision soit prise, que les questions qui sont posées soient bien posées, traitées à tous les niveaux et laisser la place à l'émotionnel. Et ça permet aussi, dans une certaine mesure, on avance, on s'arrête un peu, on laisse l'émotionnel, le passionnel parler, on revient, on a besoin d'un renseignement technique, on va aller chercher le renseignement technique chez le notaire ou chez un avocat fiscaliste spécialisé pour tout ce qui est pension alimentaire, contribution alimentaire ou autre déductibilité fiscale. Et après, on revient chez le médiateur qui, lui, va acter un accord. Et à partir du moment où il acte l'accord, dans une certaine, soit il y a besoin d'une homologation, parce que comme ça, au moins, il est exécutoire, on renvoie chez Émilie, soit il y a un accord qui est trouvé sur un côté immobilier pour un transfert immobilier. Et là, il faudra revenir chez le notaire qui, lui, va acter l'accord au niveau immobilier. Soit on renvoie chez Émilie, et puis ça revient chez moi, Émilie qui va traiter l'ensemble, et puis ça revient chez moi juste pour finaliser la transaction immobilière. Donc on va revenir un tout petit peu sur les accords. Donc parce qu'on a dit qu'une procédure pouvait durer très longtemps. Donc qu'est-ce qui peut être mis en place dans ces accords intermédiaires qui fait qu'en fait on n'est pas en conflit absolu jusqu'à une décision finale? Alors je pense que la première chose, c'est de pouvoir attirer l'attention des gens qui arrivent au tribunal sur ce qui existe comme possibilité, comme on en a parlé avec la médiation, la conciliation, etc. Je pense que c'est
de leur dire ça existe, c'est pas parce que vous avez introduit une procédure que vous ne pouvez pas trouver un accord, et de bien leur dire mais à n'importe quel moment de la procédure, vous pouvez venir me déposer un accord, même si ce n'est pas un accord sur tout, même si vous n'êtes d'accord que sur l'hébergement des enfants, mais pas sur le financier, eh bien, on avance sur l'hébergement des enfants. Si l'accord est conforme à l'intérêt des enfants, je vais le valider. Je ne vais pas rentrer dans le détail, commencer à détricoter en disant oui, mais vous n'avez pas réglé les contributions alimentaires. Non, on peut avancer, le dossier peut être morcelé, ça permet d'avancer plus vite. Et parfois, dans les situations qui sont vraiment un peu explosives parce que madame et monsieur habitent toujours ensemble au moment où ils arrivent au tribunal. Mais si je règle la question de qui va pouvoir rester dans le logement, ils reviendront quelques mois après où madame sera partie, monsieur sera parti, les choses se seront apaisées et là, on va amorcer une discussion. Donc, ça prendra toujours moins de temps quand on est sur base d'un accord que si moi, je dois vraiment traiter toute la procédure et prendre une décision. Mais je suis là pour prendre la décision, avec le désavantage par rapport à une médiation chez un notaire ou une conciliation, c'est que moi, je suis limitée par ce que les parties me demandent. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir sortir de ce qu'on me demande. Je ne vais pas pouvoir inventer des demandes ou leur dire « mais attention, vous avez oublié ça ». Non, je suis vraiment dans des rails d'une procédure. Je suis cadenassée par ce qu'on me demande. Là où, par contre, dans une médiation, comme Jérôme le disait, et beaucoup de notaires sont médiateurs agréés aujourd'hui, ils vont pouvoir tout mettre sur la table, avec l'émotionnel aussi. Moi, à l'audience, j'ai de l'émotionnel, mais je n'ai pas nécessairement le temps pour creuser tout ce qu'il y a derrière cet émotionnel, parce que voilà, on a un nombre de dossiers importants à traiter par audience et qu'on est quand même pris par le temps. Il y a un tout petit sujet, parce que tu as glissé tout à l'heure en parlant de contribution, tu as dit pension alimentaire. Est-ce qu'il y a une pension alimentaire qui est versée entre époux? Comment ça se passe? Alors, chez le notaire, en général, ça arrive. C'est rare. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, à la date d'aujourd'hui, ont des revenus plus ou moins similaires et la pension alimentaire se justifie à partir du moment où il y a une grande différence de revenus. C'est clair que quand il y a une grande différence de revenus, c'est rare qu'il y ait un accord, que celui qui gagne plus soit d'accord d'aller en plus de payer une contribution alimentaire, aller subvenir encore aux besoins du partenaire. Donc là, je pense que quand il y a des pensions alimentaires, moi, ça arrive qu'il y en ait, mais on en parle rarement chez le notaire. Par contre, je pense que chez Émilie, ça se discute plus. Et c'est vrai que, petite chose cocasse, mais il y a des pensions alimentaires qui sont énormes. Quand il y a des revenus énormes, la fois dernière, j'ai une pension alimentaire provisoire de 10 000 € par mois. Donc ça peut aller très loin. Maintenant, ça c'est un peu... Il y a beaucoup. Il y a des revenus en conséquence derrière. On est dans des situations hors normes. C'est hors normes. Oui. Je dis, mais voilà. Donc oui, ça arrive, mais je pense qu'effectivement, et là je vais laisser la parole à Émilie, parce que c'est plus chez elle que ça se traite, et que ça se traite entre avocats, avec des tables et autres. Oui, alors d'abord, il faut qu'on m'en fasse la demande. C'est-à-dire que si madame ou monsieur ne me demande pas de pension alimentaire, donc entre époux ou entre ex-époux, je ne vais pas d'office dire « Ah bah tiens, madame, je pense que vu que vous avez beaucoup moins de revenus de monsieur, vous devriez demander. » Non, à nouveau, je suis cadrée, je ne peux pas lancer le sujet si on ne me l'a pas demandé. Mais si on me le demande, effectivement, voilà, on a des règles pour analyser qui est l'époux économiquement faible, quels étaient les revenus et le disponible pendant la vie commune avec les frais des enfants. Est-ce que madame peut garder le même train de vie ou pas après la séparation? Est-ce qu'il faut compenser ou pas par une pension alimentaire? Ça, c'est effectivement des critères qu'on analyse quand on nous fait la demande. Ça, c'est pour entre ex-époux, ce n'est pas pour les enfants. C'est encore autre chose. Et ce qui ressort parfois, et ça remet des tensions, c'est que celui qui gagne un peu plus, parfois gagne un peu beaucoup plus, mais ne dit pas tout à l'administration fiscale. Et dans ce genre de procédure, le faible va dire, attendez, il prétend qu'il a 3 000 € par mois. En fait, il en a 2 de plus. Mais ceux-là, ils ne sont pas déclarés. Donc ça, parfois, ça remet beaucoup de tension et beaucoup d'amertume dans celui qui finalement n'a pas donné la pension sur base des vrais revenus, entre guillemets, parce que là, il y a beaucoup d'amertume, parce qu'en gros, souvent, après, il y a un redressement fiscal derrière. Si on revient un petit peu sur le point immobilier, comment est-ce que ça se règle du coup dans le cas d'une séparation par divorce, par désunion irrémédiable? C'est-à-dire que, comme disait Émilie, tout le côté enfant, etc. a été réglé.
Donc nous, on doit liquider le régime matrimonial qui ne se limite pas à l'immeuble, qui se limite qui concerne l'ensemble du patrimoine. Donc soit, comme je disais là tout à l'heure, ça arrive le plus souvent, honnêtement, on trouve un accord, et je ne vais pas rentrer dans la procédure qui peut durer 15 ou 20 ans, mais dès qu'on a trouvé un accord, effectivement, on va matérialiser cet accord pour acter la cession de l'immeuble ou la vente de l'immeuble. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est la vente ou la cession. Soit, comme on dit, le bien est commandément partageable ou pas. Soit les parties ne se mettent pas d'accord, les deux veulent le bien. Il y a des préférences qui sont prévues par le code, mais si on n'arrive pas à trouver d'accord, le notaire a un rôle ici de pouvoir dire moi j'estime que le bien doit être vendu parce que ni l'une ni l'autre partie ne sait le racheter si les deux le prétendent et qu'aucune des deux n'a un privilège par rapport à l'autre. Soit les parties se mettent d'accord de dire on va le vendre, de toute façon, ni l'une ni l'autre ne sait le reprendre, on va le vendre. Et alors après, le notaire intervient pour le partage en fonction des droits de chacun. Donc voilà, et après les frais, si c'est une vente, en général, il n'y a pas de frais pour le vendeur, si ce n'est les frais de délivrance, mais qui sont entre 500 000 euros en fonction des frais à faire. S'il y a un rachat, effectivement, il y a un droit d'1% à payer sur la valeur du bien, la valeur totale du bien, plus les frais annexes. Donc, il faut compter plus ou moins 2,5 à 3% en plus du prix à payer, à calculer sur la valeur totale de l'immeuble pour que la personne puisse reprendre le bien. On arrive un peu à la fin de cet épisode. On va un petit peu récapituler. Émilie, quels seraient tes conseils pour des gens qui veulent se lancer dans une procédure de divorce irrémédiable ? Alors, conseil, c'est compliqué pour moi. Moi, je ne peux pas donner de conseils, mais je pense que de l'expérience, de ce que je vois aux audiences, je pense que c'est important que les gens aient aussi réfléchi avant d'introduire la procédure à ce qu'ils veulent. Parce que moi, je dois souvent leur dire que je fonctionne avec des demandes. Donc, il faut savoir ce qu'on veut demander pour les enfants, pour l'argent, pour celui qui veut rester dans la maison, pour qui va continuer à utiliser la voiture, etc. C'est important de bien formuler ces demandes. Après, c'est aussi important d'avoir pu être éclairé s'il y a de l'immobilier sur déjà voir est-ce que je vais être capable de le racheter, combien est-ce que vaut la maison ou l'appartement, est-ce que je pourrais avoir un prêt à la banque, déjà d'anticiper toute une série de choses par rapport à l'immeuble. Par rapport aux enfants, s'il y a des soucis particuliers avec les enfants, c'est important de pouvoir les objectiver, donc avec des preuves. C'est-à-dire que si madame arrive à l'audience en disant « mais en fait, mes enfants ne vont pas bien et donc ils ne peuvent pas aller beaucoup chez leur papa parce qu'ils ne vont pas bien, parce qu'il y a ça et ça », moi, je ne peux pas juste croire madame sur parole, j'ai besoin qu'on objective. Donc en général, c'est des attestations d'école qui montrent que les enfants ne vont pas bien, les bulletins scolaires où les enfants, ça ne va pas, etc. Ce sont des informations dont j'ai besoin et tout ça, ça se prépare aussi parce qu'une fois que la procédure est enclenchée, elle avance. Et pour tout ce qui est financier, que ce soit les pensions alimentaires entre les époux ou bien les contributions alimentaires pour les enfants, on envoie déjà normalement avec la convocation de la première audience la liste des documents qu'on a besoin. En général, mais c'est toutes les dernières fiches de salaire, c'est les avertissements extraits drôles ou les dernières déclarations d'impôts, un budget des enfants, le montant des allocations familiales et éventuellement les besoins spécifiques de certains enfants. Et ça nous permet, ce sont des informations dont on a besoin pour faire les calculs de contribution alimentaire. Donc, préparer son dossier, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles auprès des professionnels juridiques, les notaires en premier lieu aussi. On peut toujours aller voir son notaire en lui disant voilà, je m'apprête à lancer une procédure en divorce. Conseillez-moi. Mais voilà, je pense que la préparation du dossier, c'est fort important, à la fois pour que la procédure avance, parce que c'est des documents que le tribunal va demander, et à la fois pour comprendre aussi vers où on va et ce qu'on veut demander au tribunal. Et pour rebondir, en fait, c'est la même chose chez les notaires. Alors, nous, on n'est pas limité à la demande qu'on nous fait, et on peut attirer l'attention sur « Êtes-vous sûr que vous avez bien tout envisagé ? Tiens, je n'ai pas entendu parler de telle question. Est-ce que vous l'avez réglé ? Oui ou non ?» Puisque à partir du moment où on vient chez nous, on a un devoir de conseil. Et le but, c'est d'avoir vraiment une décision qu'on est sûr qui va être... Enfin, quand la décision est prise, quand l'accord est trouvé, mais qu'il englobe bien tous les éléments pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui ressorte et qu'au bout du compte puisse... pas au niveau patrimonial, parce qu'au niveau patrimonial, c'est une transaction. Une fois que c'est signé, c'est fini. Mais qu'il y ait des choses qui ressortent par rapport aux enfants ou autre chose et qu'on doit repartir dans le tribunal. On a un rôle ici de juge, de premier juge ou de second juge ou de juge intermédiaire dans des cas de procédure de liquidation forcée. Mais donc voilà, donc, je rejoins tout à fait Émilie.
plus les parties seront claires dans leurs demandes, plus ce sera facile pour, je dirais, les professionnels, qu'ils soient juges, avocats même ou notaires, de pouvoir répondre aux demandes des parties. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. J'en retiens vraiment. Donc, on s'entoure de professionnels et en fait, enclencher une procédure de divorce, c'est aussi entrer dans un écosystème où il y a pas mal de professionnels qui peuvent nous aider, nous accompagner pour arriver, quand c'est possible, à la médiation et à des accords intermédiaires jusqu'à une décision finale. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Grand merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci à nos invités, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.